l'association Nadia en Harmonie, avec la collaboration de Mon Chalon TV, pour parler ensemble des violences conjugales. Donc c'est un thème qui est encore assez tabou. Il n'y a peut-être pas suffisamment d'informations autour de ce thème sensible. Voici pourquoi nous avons eu à cœur de nous réunir tous ensemble pour échanger autour de ce thème, savoir comment ces violences s'expriment, essayer de savoir pourquoi, quelles sont les origines de ces actions, de ces actes, de ces comportements, essayer de voir ensemble ce qui est déjà fait pour pouvoir participer déjà à informer, à accompagner, à suivre, à aider les personnes qui se trouvent dans ces situations. Et puis nous allons aussi échanger autour de ce qui peut être encore fait, ce qu'il faut encore comprendre par rapport à ce sujet qui nous concerne tous, même si on n'en est peut-être pas conscient. Voilà. Donc, pour ce faire, nous avons plusieurs intervenants et intervenantes que je vais laisser tout simplement se présenter. Donc, nous allons commencer par Madame. Je suis Madame Dessin-Émilie, directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, de l'Aisne, donc le CIDFF. Merci. Sylvie Rad, je suis donc la présidente du Centre d'information sur les droits des familles de l'Aisne, et exerçant la profession d'avocate au barreau de Saint-Quentin et étant régulièrement aux côtés des victimes de violences conjugales. À ma droite. Alors, moi je suis monsieur Luc Bimaille, donc de formation théologien, et puis ensuite d'autres études comme la psychologie, la sociologie, ainsi de suite. Donc nous devions aussi avoir avec nous une personne victime de violences conjugales, mais nous avons finalement eu son témoignage par téléphone. Donc nous allons commencer ces échanges en écoutant le témoignage de mademoiselle S qui veut rester anonyme. Oui, bonjour mademoiselle S. Bonjour Angéline. Oui, donc comme convenu, je t'appelle pour que tu puisses nous apporter ton témoignage pour mettre ta pierre à l'édifice sur cette émission très importante sur les violences conjugales. Donc sans plus tarder, je vais te laisser la parole. Alors tout d'abord, excusez-moi pour le fond sonore étant donné que je suis avec un petit bonhomme de 2 ans, donc voilà, qui fait sa vie. Donc effectivement, comment commencer, c'est vraiment pas évident et pas simple, parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer sur ce sujet et qui prend beaucoup de place en ce moment parce qu'on se rend compte de beaucoup de choses. J'ai rencontré donc une personne voici maintenant 2 ans et demi. Donc ça a été le coup de foudre et bon bref, il y a eu violence conjugale, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est tellement long et c'est tellement pas évident. Je voulais m'exprimer aussi sur la notion de violence psychologique avant d'en arriver aussi aux violences physiques parfois parce que c'est tout un schéma, c'est tout une notion de emprise qui est d'ailleurs mis en avant en ce moment. Donc c'est vrai que cette emprise, elle se joue. Il y a de la dépendance affective. Hein, c'est très très compliqué également. Donc c'est vrai qu'on a tendance, moi en tant que victime, quand je dis je ne suis pas encore sortie, alors on peut leur dire mais oui, mais c'est bête, c'est complètement bête, c'est idiot de se rendre compte d'être entre guillemets victime, même si je ne me considère pas entièrement comme telle. Mais c'est tellement pas évident d'avoir les yeux ouverts sur cette relation et de ne pas réussir à couper. Parce que c'est là le souci, je crois, de tout le monde. Marie-France Sirijoyen, qui est une grande psychiatre, met bien en avant justement cette notion d'emprise et ce côté je retourne après les violences et je rentre chez moi et j'essaie d'avoir un univers bien à moi et retourner voir monsieur ou madame, hein, ça arrive aussi dans un autre cas chez les hommes. Même si c'est beaucoup moins fréquent, mais bon, on est dans une ère d'égalité à tous les points de vue, donc voilà. C'est vrai que
Le fait de retourner, si je peux évoquer de par mon expérience, le fait de retourner voir la personne, c'est qu'il y a ce côté très, il y a l'amour, il y a l'affect, hein, ça qu'on ne peut enlever, qui est aussi présente, très très présente chez l'homme violent, qui lui, en plus, a une histoire en général très difficile. C'est quelqu'un qui est vraiment dans un schéma de vie très très compliqué, et qui va emmener la personne en face dans cette histoire. Alors on dit oui, ce sont des personnes qui vont prendre des victimes qui sont en général fortes, empathes. Oui, c'est vrai, mais parce que justement elles sont aptes ce sont les seules personnes qui vont pouvoir se mettre à leur place, les comprendre, les. Je pense pas que l'homme violent soit là pour briser aussi, comment dire, cette femme. Il est dépassé il est tout aussi victime. En fait, voilà, c'est ça. Je pense que des deux sont victimes. Il n'y a pas un bourreau et une victime. Tant qu'on restera dans ces schémas-là, on n'arrivera pas à avancer. Et je crois qu'il est grand temps aussi de prendre conscience que lui aussi est victime et que lui aussi a besoin d'être réparé. Le fait d'aller et venir, ça donne à la femme, parce qu'en général, c'est quelqu'un qui est tellement mal dans sa peau qui va aussi mettre la femme en état de dévalorisation totale. Donc, elle se sent complètement dévalorisée, elle est rabaissée en permanence. C'est une façon pour lui de se protéger parce qu'il est dans un château fort. Voilà, il s'est construit une barricade. Et donc, cette femme est dévalorisée, et quand elle arrive à s'extirper de l'emprise, elle va avoir besoin de se retrouver, elle. Moi, ça va faire maintenant, on va dire, 1 an et demi que j'ai quitté le domicile, où je le vois qu'une semaine, par rapport à mes propres enfants également. Pas qu'ils ne sont pas les siens, hein, donc heureusement aussi, parce que là, c'est encore plus compliqué. Et c'est vrai que ça permet de reprendre confiance en soi, de se retrouver soi, de reconnaître les forces que l'on a, et donc de se retrouver soi, de reprendre confiance en soi, de retrouver la personne que l'on était avant cette rencontre, tout simplement. Oui, je voudrais juste rebondir par rapport à certains termes que tu as utilisés. Oui. J'aimerais savoir à quel moment toi tu as eu cette prise de conscience d'être dans une situation que l'on pourrait appeler violence. Et Ouais. la deuxième question, c'était aussi effectivement, tu ne veux pas rentrer dans les détails, mais est-ce que tu peux un petit peu illustrer comment tu caractérises ce que tu as exprimé comme étant des violences envers toi? Alors, moi, je me suis rendu compte du problème problème de violence, quand au départ, je m'en suis rendu compte avant la violence physique, bien avant la violence physique. Il y a eu une espèce de fermeture au dialogue. C'est quelqu'un aussi, ce sont des personnes, il y a pas, c'est quelqu'un, c'est pas lui, c'est général, hein. De ce que je peux lire et m'informer, je m'informe beaucoup, beaucoup. Ce sont des personnes en général qui vont s'adresser aux failles de la personne qui est violentée, qui vont appuyer sur les failles pour réveiller. C'est ça qui est aussi étrange, en fait. Donc ça va engendrer une espèce de culpabilité. Et moi, ça s'est manifesté 3 mois après le début de la relation. Je n'étais pas encore arrivée chez lui. J'avais encore ce choix de ne pas aller habiter à son domicile. Mais je me suis dit qu'effectivement, il n'avait pas eu un vécu facile. Ça arrive aussi des fois qu'on pète les plombs. On a tous des moments où on déborde. Et puis, ça a réveillé des peurs, en fait, chez moi, qui m'ont presque comme paralysée. Et ce qui fait que pendant un moment, pendant à peu près 7-8 mois, j'étais complètement sidérée. Hein, donc il y a vraiment la sidération, la peur, l'effroi, et le côté où le cerveau va se mettre en état d'hypnose, en fait, et s'adapter au comportement de la personne qui est en face. Un peu comme comment dire, on dit que quand on sort de ces relations, c'est comme si on avait subi un traumatisme de guerre. C'est étrange. On va savoir que moi je suis suivie par une psychothérapeute, une amie,
La psychologue, donc Mademoiselle Louis du CIDFF également, qui a fait un bon travail, qui fait un bon travail aussi. J'avais vu aussi Madame, je ne sais plus, j'ai beaucoup apprécié cette personne, elle n'est plus au centre, j'ai oublié son nom. Ah, ça c'est vraiment dommage. Et aussi une psychologue comportementale du CMP. D'accord, ça me permet de rebondir puisque dans notre précédent échange, tu parlais de profil, que tu aimais Oui. mettre l'accent sur le type de profil. Donc, est-ce que tu peux déjà davantage présenter selon toi le type de voilà de profil de la personne qui peut être vue comme une victime et surtout victime puisqu'ensuite au niveau de l'autre profil on aura des spécialistes, je pense, qui pourront davantage nous éclairer dessus. Alors, le profil de la victime, hein, on va dire ça, voilà, comme tu dis, ce sont souvent des femmes qui ont beaucoup d'empathie et qui vont même de ce fait développer de l'hyper-empathie, ce qui est pas non plus excellent. L'empathie, tout le monde en a. L'hyper-empathie, c'est presque comme une maladie, on va dire, voilà quoi. En fait, après, ça développe une espèce de névrose. Et ce sont des femmes fortes aussi, qui ont quelque chose de solaire. Et ce sont des personnes qui sont très solaires en fait, qui dégagent une grosse énergie, une bonne énergie. Enfin, et donc cette personne se sert, on va dire, je pense, de l'énergie, d'après ce que j'ai pu comprendre, pour se nourrir en fait, parce que et ce sont des victimes donc qui ont une grande faculté de se remettre en question et de rebondir. Pour les cas, après c'est pas toujours le cas, c'est vrai Tout à qu'on fait, peut. tu as pu expérimenter, puisque là, on est plutôt dans ton Dans mon témoignage. expérience, Et voilà. puis, effectivement, c'est vrai qu'après, je pense que tout dépend aussi des contextes, des personnalités et de d'autres paramètres. En tout cas, on Oui. va te remercier beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une dernière chose que tu voudrais rajouter, par exemple, comment tu te projettes dans l'après, puisque tu expliques que tu es suivi, tu n'as pas encore eu la capacité de quitter. Comment te projettes-tu? Oui, je me projette au jour le jour. On va dire, c'est vrai que c'est beaucoup de jour le jour. J'essaie pas d'imaginer le futur. J'essaie de lâcher prise, en fait, là-dessus. Là, je travaille actuellement ma confiance en moi. En fait, je reprends beaucoup de confiance en moi. J'ai la chance d'être bien entourée aussi, parce que l'entourage, quelqu'un qui est seul, c'est fini, en fait. Ça, je pense que c'est la facilité et c'est ce que, en général, la personne essaye de faire, d'isoler un maximum. J'ai eu la chance de garder contact avec 2 amis qui sont comme des anges pour moi, en fait. Encore ce matin, j'ai encore reçu un message, voilà, mes enfants. Parce que j'ai même réussi, alors moi qui mettais en place des festivals autour des éducations alternatives, la communication bienveillante, l'empathie, les émotions, je n'avais plus de lien avec mes enfants. C'était, voilà. Et oh, je vais pleurer. Je suis désolée. Et donc là, je retrouve beaucoup de confiance en moi. La vie m'apporte beaucoup de chance. J'ai la chance là de garder un petit bonhomme de 2 ans qui porte le même prénom que mon fils. Et c'est pas anodin. Parce que bon, pour la personne avec qui je vis, les enfants sont des générations perdues, il n'y a plus d'espoir. Et ce petit bonhomme est plein de vie et il me donne beaucoup, beaucoup d'espoir là, aux générations futures, justement, les connexions qu'il a avec la nature qui me portent beaucoup. Donc pour l'instant, j'en suis là. J'avais porté un CV pour être accompagnante d'enfants handicapés, donc à AESH. J'ai reçu une réponse positive suite à un entretien où je démarre en septembre. Donc ça aussi, ça va me faire beaucoup de bien. J'ai démarré aussi une formation donc guide nature par correspondance où j'ai 18 de moyenne sur des devoirs qui sont d'un niveau assez haut. Donc tout ça, ça me fait énormément de bien parce que pendant un moment, j'étais au fond du trou alors que c'est pas du tout mon tempérament. Donc là, je me sens forte. Je n'ai plus peur de lui. Je ne rentre plus quand il essaye de m'entraîner dans des choses où je pourrais me poser des questions, trouver ça bizarre, j'essaie vraiment de ne plus me laisser entraîner là-dedans et de construire moi de mon côté, déjà, dans un premier temps, et voir la relation, ce que ça donnera en fait, en tout cas en étant comme ça,
c'est positif pour moi et positif pour lui également. Je le sens avoir moins de comportements violents, moins de crises. Euh, ça s'estompe. Après, je ne sais pas si c'est une recette. En tout cas, de mon côté, ça porte ses fruits. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, mademoiselle S. Voilà, donc nous avons pu tous écouter ce témoignage très intéressant. C'est l'occasion pour moi donc de me tourner vers vous, mesdames, afin que vous présentiez votre association et les différentes mesures qui sont mises en place, déjà pour accueillir, accompagner, suivre, peut-être traiter, et aussi j'aimerais savoir au niveau du long terme comment cela se passe. Est-ce que vous observez des récidives lorsque vous avez suivi une personne, ou est-ce qu'il y a cette solution, est-ce que la situation trouve une solution? Alors, donc, le CIDFF de l'Aisne œuvre pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. On est reconnu dans le Code de l'action sociale et des familles qui nous permet d'intervenir auprès des femmes en particulier, mais aussi de toute personne, pour de l'accès aux droits, donc pour les informer, les orienter, les accompagner, pour l'information juridique sur tout ce qui est violence sexiste et sexuelle, sur le soutien à la parentalité, la sexualité, l'emploi, la création d'activités et la santé. Donc on a quand même, c'est quand même très large. Voilà, c'est par rapport aussi pour développer aussi l'autonomie des femmes. Il y a 106 CIDF en France, donc ça veut dire que voilà, une femme a forcément un CIDF proche de chez elle, vers qui elle peut s'orienter si elle a besoin. Il existe également les fédérations régionales des CIDF, donc nous on est rattaché à la Fédération régionale des CIDF Hauts-de-France, ce qui nous permet aussi de travailler ensemble, d'échanger, de faire des échanges de pratiques, de répondre à des actions en commun et voilà, de pouvoir... Et on a la Fédération nationale qui porte les CIDF et qui nous représente au niveau des ministères. Au niveau local, donc au niveau du CIDF de l'Aisne, on est 6 salariés. Donc j'ai 2 juristes, une psychologue, une conseillère emploi, une assistante qui fait l'accueil, l'administratif, comptabilité, et moi-même. Et on est accompagné par des bénévoles qui œuvrent au quotidien sur les missions du CIDF. On a été labellisé SAVS, donc Service d'aide aux femmes victimes de violences sexistes, par notre fédération nationale en septembre 2018, qui nous permet, donc c'est une reconnaissance voilà, de notre travail au quotidien par rapport à l'accompagnement global. Donc en fait, parce que le fait qu'on soit une équipe pluridisciplinaire permet d'accompagner les victimes sur voilà, différents besoins qu'elles ont. Donc, que ce soit de démarches juridiques ou du soutien psychologique, comme a pu en témoigner la dame juste avant qu'on a écouté. Et en tout cas, je la remercie parce que voilà, elle montre aussi l'importance du soutien psychologique dans le suivi, dans la reconstruction. Quelques chiffres du CIDF. L'année dernière, on a répondu à 1700 appels et on a accompagné 2300 personnes sur toute action, voilà, mais sur toutes nos missions. On va insister effectivement sur la qualité des entretiens individuels, puisqu'en réalité, ce sont des points rencontres, on va dire, hein, où les femmes sont accueillies. Alors, elles sont accueillies une ou plusieurs fois, de façon anonyme, donc elles peuvent venir autant de fois qu'elles le souhaitent. Donc c'est un parcours qui peut débuter, un parcours effectivement au cours desquels elles brisent le silence. Voilà, donc c'est important cet accompagnement individuel. L'autre aspect effectivement des actions de l'association réside dans la sensibilisation des différents publics, que ce soit des publics scolaires, des publics des professionnels, donc pour être informés sur le champ des violences, sur le déroulement des violences, sur les préjudices liés aux violences, sur les dégâts que font les violences conjugales. Il nous semble important qu'aujourd'hui tout un monde de professionnels, que ce soit les professionnels de santé, bien évidemment les professionnels de la justice, les professionnels dans le domaine de la sécurité, gendarmerie, police, tous doivent être finalement formés, je veux dire, au champ des violences conjugales pour comprendre le déroulement, le processus et pour mesurer, évaluer les dégâts que font les violences conjugales sur les victimes. Je pense que c'est vraiment
le postulat nécessaire et indispensable pour, je dirais, mettre fin autant que possible à autant de situations de violence conjugale. La question qui me vient, c'est vrai qu'on souvent quand on entend violence conjugale, il y a tout de suite l'expression la femme battue. Est-ce que vous avez pu avoir à rencontrer des messieurs qui se retrouvent dans ces situations, ou est-ce que pour le moment les mesures sont surtout orientées vers les femmes? Ce qui nous a semblé intéressant par rapport au témoignage, c'est qu'en réalité on a bien compris que la sphère des violences conjugales n'est pas nécessairement sur le champ physique. Nous avons toute une série de violences, et effectivement le témoin en a parlé, puisqu'en réalité on peut avoir de simples coups, des coups plus graves, de simples bousculades en passant par les gifles, et puis on a tout ce qui tourne autour du processus en réalité d'humiliation, d'injures, de menaces, de destruction psychologique en tout genre, avec les mots les plus durs, les plus blessants, les plus destructeurs. Et puis on a aussi le champ des violences sexuelles, puisque en réalité on a des processus pathologiques de couple au cours des rapports. Vous avez des rapports qui sont plus ou moins forcés, et puis vous avez aussi ce qu'on appelle les violences financières, qui sont de nature à priver le conjoint d'une autonomie financière. Donc voilà, alors pourquoi le CIDF travaille sur le champ de l'égalité homme-femme? Pour faire comprendre qu'effectivement, il ne peut pas y avoir dans le couple de rapport de domination, puisqu'en réalité, la violence conjugale fait transpirer ce mode de fonctionnement de domination. Donc il faut à tout prix rappeler qu'effectivement, le couple doit fonctionner sur un mode égalitaire, égalité homme-femme, et puis peut-être mettra-t-on un terme au processus de domination qui ne peut pas exister. Ça passe également par des interventions dès l'école primaire sur l'égalité filles-garçons, pour justement travailler sur les rapports et de se dire qu'il n'y a pas justement un dominant, un dominé, et qu'on est tous sur un pied d'égalité, qu'on a tous le droit de faire tel métier ou telle tâche, ou avec une répartition. Et voilà. Donc on travaille dès l'école primaire, parce que voilà, travailler au niveau des enfants, ça permet de travailler sur le respect aussi. Au moins 122 féminicides en 2019, un chiffre en hausse par rapport à 2018. Donc, ce sont des chiffres qui ont été publiés dans l'Express le 16 décembre 2019. On a pu voir dans les différentes actualités, notamment pendant ce confinement, qu'il y a eu beaucoup de gestes appelés violences conjugales qui se sont manifestés. Donc on peut imaginer que ce chiffre est en hausse. Donc cela a suscité en moi cette question, mais on voit qu'il y a des mesures qui sont mises en place, qu'il y a des personnes passionnées, dévouées, des structures. Vous expliquez qu'il y a des structures quasiment partout, mais comment comprendre qu'il y ait cette recrudescence, qu'il y ait sans cesse cette augmentation de ces actes? Est-ce qu'il y a peut-être des angles sur lesquels ce sujet doit être pris et qui n'est pas encore, peut-être qui ne sont pas encore perçus? C'est 149 féminicides. 149. Oui, au lieu de 122. C'est encore plus. Oui, c'est encore plus. 2018, ça a été 123, donc vous voyez, il y a forcément plus. Les chiffres officiels ne sont pas quand même sortis, mais voilà, on est sur ce chiffre. Alors, une augmentation, moi je dirais plus qu'il y a une libération de la parole des victimes. C'est vrai qu'avec MeToo, ça a permis quand même une libération de la parole des femmes sur les violences sexuelles, les violences conjugales. Le fait que dans les médias, on s'empare de plus en plus de sujets, qu'on en parle, là, ça quand même, pendant le confinement, on en a quand même parlé beaucoup. Donc c'est vrai que ça permet aux victimes de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules et de se dire, je vais pouvoir contacter, parler, et je vais peut-être être entendue. Donc ça permet une démarche, et de se dire, je libère la parole. Donc je pense que c'est parce qu'on a plus connaissance des situations. Après, expliquer pourquoi l'auteur, là il y en a eu 149, alors que l'année d'avant 123, là à l'heure d'aujourd'hui on doit être à 56, 57. Après, peut-être parce que les dames osent parler, qu'elles osent partir, et des fois c'est le départ aussi qui fait que l'auteur passe à l'acte, et
Donc voilà. Après, on a eu le Grenelle des violences qui s'est déroulé à la fin de l'année, donc à compter du 3 septembre 2019 jusqu'à la fin de l'année. Nous, sur le département de l'Aisne, on a mis en place des ateliers qui ont permis de mettre à plat tout ce qui existait, ce qui n'existait pas, les besoins, ce qui a abouti à un plan départemental de lutte contre les violences qui a été signé par monsieur le préfet, madame Lombardi, la justice, l'ARS, voilà, des acteurs primordiaux, le 16 juin dernier, où dedans apparaissent toutes les actions qui doivent être mises en place pour lutter, améliorer la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, il y a toujours à faire, à améliorer, mais voilà, ce plan existe, donc c'est déjà très bien, et voilà, après l'objectif c'est qu'il soit aussi amélioré. Moi, je dirais la grosse problématique, c'est souvent aussi le financement des actions, le budget. Il manque du budget pour pouvoir réaliser, prendre en charge les victimes de A à Z. Parce que accompagner une victime, ça prend du temps. Si on veut être là, présente avec elle, etc. Et ça prend beaucoup de temps. Et des fois, ce temps-là, il nous est précieux et il manque. Donc, et puis des fois, il y a des actions qu'on aimerait bien mettre en place parce qu'on sait que c'est le fait de faire des actions, de communiquer qui est essentiel. Mais si on n'a pas de budget, c'est compliqué. Et ça, c'est toutes les structures qui sont concernées. Après, dans l'accompagnement, forcément, on est tous ensemble et on ne peut pas accompagner seul, en fait. Le CIDF, il y a les réseaux violences qui existent sur l'Aisne. Donc, il y a 6 réseaux violences qui est composé de tous les acteurs des droits, la CAF, l'UTAS, les forces de l'ordre, etc. Et en fait, parce que dans l'accompagnement, on ne peut pas accompagner seul. Il y a forcément une orientation pour pouvoir accompagner au mieux la personne. Oh, je voudrais rebondir sur l'expression de la personne qui a fait le témoignage en début d'émission, qui disait que les 2 personnes seraient victimes selon elle, qu'il ne faudrait pas voir une victime et un bourreau, mais que les 2 personnes seraient victimes. J'aimerais un petit peu donner la parole à monsieur Luc Bimaille. Au moment où mademoiselle X, mademoiselle S. Voilà. Donc au moment où elle était en train de donner son témoignage, il y avait cet aspect très important que tu soulignes, à savoir, elle estime que les 2 acteurs impliqués dans la violence sont victimes. Et effectivement, je vous posais la question sous le regard de l'avocate, en même temps président de l'association, et puis l'expert qui vient de parler tout à l'heure, je me posais la question de savoir lequel des 2 est responsable de la violence. Est-ce la société ou alors les représentants de la société? Parce que nous avons la société comme une personne morale et qui s'exprime d'une part sous la forme de monsieur et madame. Voilà. Donc, on peut comprendre que la violence qu'on observe au travers de l'un et de l'autre est une forme d'expression de la société. En d'autres termes. Et ça me rappelait cette étude de Gilles Gaillard, pédagogue de l'éducation, qui dit quelque part que personne ne porte une personnalité ou une identité, à savoir, lorsqu'on parle de personnalité ou identité, nous rentrons dans un univers de paradigmes qui sont octroyés ou construits sous la forme de l'individu par la société elle-même. Il dit personne donc ne porte une identité qui ne lui soit octroyée par la société. Donc en d'autres termes, les personnes que nous observons sont l'expression de la personne morale. La réalité étant la personne morale, dont la société. Et puis quelque chose que tu as souligné, que madame a relevé tout à l'heure, qu'on observe bien, j'ai essayé de me pencher justement sur ces informations. On observe des évolutions, on observe une évolution des violences sociales d'une part,
mais des violences au sens global, au niveau de la société. Voilà, donc chacun peut analyser ça comme il veut, à savoir que peut-être parce que c'est la parole qui se libère, mais on peut aussi voir quelque part que la société elle-même étant en pleine mutation, elle impose aux acteurs qui la représentent des pressions, donc n'étant pas en mesure de pouvoir les réguler, s'exprime dans la violence. Alors, donc la question, moi, que je me pose devant l'avocate, le procès qui doit être fait, est-ce celui de la société ou celui des acteurs de la société? Vous voyez la question que je vous... Voilà. Pour moi, c'est une question très très importante parce que au quotidien, je parle en tant qu'époux, en tant que parent. Au quotidien, on réalise qu'un être qui est mis sous pression maximale, sans avoir les moyens de faire face aux pressions, est obligé de devenir violent. D'une certaine manière, c'est une façon d'exprimer, d'extérioriser sa détresse. Mais qui le met sous pression? Si ce n'est la société. Et à mon sens, c'est ce qui fait aussi en sorte que... Et puis l'autre question que je me posais très bien, c'est les questions que je me pose. Hein, je n'ose pas dire que j'ai des solutions à ces questions-là. Est-ce la violence, ne fait-elle pas partie de l'économie sociale? La violence. Ne ferait-elle pas partie de l'économie sociale? Puisque, à travers la violence, il y a toute une organisation qui se fait autour. Et s'il n'y a pas de violence, il n'y aurait pas cette organisation. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui s'alimentent de la violence. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les avocats, il y a des assistants sociaux, il y a les médecins, il y a un médecin qui va intervenir là tout à l'heure, parce que la violence va être aussi génératrice des pathologies, des maladies. Parce qu'un être, ou alors un système exposé à une pression maximale, se détériore de l'intérieur. Il va s'user, il va avoir besoin d'être réparé, ainsi de suite. Et apparemment, s'il n'y a pas de violence, même le discours politique sera inaudible, quelque part. Donc, ce sont des questions que je me pose. Est-ce la société? Ne serait-ce pas la société qui est responsable de la violence? Ou alors, ce sont les représentants de la société? C'est un élargissement du thème très intéressant. Donc, nous transcendons la simple dimension des violences conjugales pour entrer vraiment dans la dimension des violences sociales, puisqu'effectivement, on se rend compte que ce qui peut s'exprimer dans le couple, ça peut effectivement s'élargir dans d'autres sphères de représentation. Et la question de M. Bimaï, on peut déjà oui, se demander, c'était aussi la question qui me venait, au terme de la responsabilité, puisque s'il dit que c'est la société qui est violente, donc au niveau de la responsabilité, au niveau juridique, on pourrait effectivement se poser la question. Donc nous avons avec nous madame une avocate, donc on va se tourner. Monsieur, oui, effectivement. De toute façon, hommes et femmes, nous ne sommes que les produits de la société. Donc en réalité, les produits de la société, c'est-à-dire qu'effectivement, la société nous réserve aux hommes ou aux femmes une certaine place. Donc en réalité, certains ont expliqué effectivement le phénomène de violence en exposant le fait qu'en réalité, traditionnellement, autrefois, et encore dans certaines cultures, les hommes avaient une place bien déterminée, du père alimentaire, du père qui avait la puissance paternelle, puisque l'autorité parentale conjointe c'est très récent, et finalement, à côté de lui, l'épouse, mère, qui n'avait pas les mêmes droits au niveau juridique, ni la même autonomie financière, ni la même liberté. Alors à côté du moment où effectivement on a eu cette évolution de la société, avec une autonomie des femmes, financière, juridique, une liberté totale effectivement d'exercer n'importe quelle profession, eh bien le rôle traditionnel de l'homme a été remis en question. Et certains expliquent le fait que eh bien, les violences s'exercent pour maintenir ce rôle de puissance, pour maintenir ce rôle traditionnel, parce que certains hommes, il faut bien le dire, ça n'est pas forcément de leur responsabilité, mais on ne leur a pas inculqué,
où on ne leur apprend pas, où on ne leur fait pas passer le message qu'ils puissent avoir une autre place, qu'il faut se repositionner. Donc voilà, je rejoins parfaitement les idées de monsieur en ce sens qu'effectivement, je pense que notre société a une responsabilité parce que notre société aurait dû faire passer le message selon lequel les positionnements hommes et femmes sont complètement modifiés. À compter du moment où les femmes ont travaillé, tout simplement travaillé à l'extérieur, où les femmes ont une autonomie et une liberté la plus totale, effectivement, certains hommes ne s'y retrouvent pas, ne s'y sont pas retrouvés parce qu'ils n'étaient pas préparés, parce qu'ils n'ont pas vu leurs parents, leurs prédécesseurs, leurs pères œuvrer d'une autre manière, puisqu'en réalité, les situations dans lesquelles se trouvent les hommes et les femmes dans des conflits conjugaux, dans des violences conjugales, c'est quand même, pour un certain nombre de cas, un homme qui a grandi, dans une certaine majorité des cas, dans un milieu où le père était lui aussi violent, il a eu les repères de la violence, et puis une dame qui a eu aussi, par rapport à sa mère, qui s'est identifiée à sa mère, qui était la victime de violence, qui a continué à s'identifier, et puis qui a été élevée dans un schéma où finalement la soumission, c'était important, hein, parce que disaient nos arrière-grand-mères? Parce que c'est pas si lointain que cela. Nos arrière-grand-mères nous disaient, si tu veux garder ton homme à la maison, il faut que tu lui prépares des bons petits plats, il faut que tu tiennes bien la maison, enfin il faut que tu sois une bonne épouse. C'était quand même des repères de quelque part un peu de soumission. Donc on comprend de ce fait-là pourquoi les femmes victimes de soumission, d'actes de soumission, puisque tous les experts disent que les actes de violence, qu'ils soient physiques, psychologiques, enfin sur n'importe quel registre, ce sont des actes de nature à contrôler l'autre, à soumettre l'autre pour mieux le dominer. Donc je pense que, effectivement, comme le dit monsieur, il faut que la société prenne ses responsabilités pour faire évoluer les mentalités, et sans l'évolution des mentalités, on ne pourra pas parvenir à enrayer les situations de violence conjugale. Alors, effectivement, à la barre du tribunal, la victime, c'est l'épouse, la conjointe, la mère. Violentée, le plus souvent, c'est l'auteur, le mari, le conjoint, le père qui violente. C'est certain, c'est le positionnement juridique. Mais après, on sait très bien que le mari, il a le parcours difficile, il a les failles qui lui appartiennent, il est quelque part, on ne va pas dire victime, mais il est le produit de parcours extrêmement chaotiques qui font que, eh bien, au lieu de gérer les situations de tension, comme vous l'avez très justement dit, par les mots, par la communication, eh bien, il ne sait pas faire autrement que de gérer les situations par des actes violents. Puisque certains disent qu'effectivement, le registre de la violence, finalement, remplace la communication. C'est celui qui est dépassé, qui n'arrive pas peut-être à mettre des mots pour faire face à l'autre, pour faire face à des situations de tension et qui explosent dans la violence. Alors, quelque part, mais effectivement, je suis très très prudente sur le mot parce que certains vont être complètement offusqués, c'est normal, mais il est aussi victime pas au sens juridique, mais victime de ses erreurs. D'ailleurs, il le sait quand il est à la barre du tribunal, parce que finalement, il perd tout. Il a tout perdu. Il a perdu l'amour d'une femme, bien souvent il perd également l'amour de ses enfants, il a perdu sa structure familiale, il a perdu sa maison. Il voit bien qu'il n'était pas sur le bon chemin. Il voit bien qu'il est victime de ses actes. Alors, quand il les reconnaît, eh bien, on va dire c'est le début d'un processus de reconstruction pour la femme victime, et pour lui aussi, parce que, je veux dire que l'homme violent, l'auteur de violence qui ne se reconnaît pas violent, il ne pourra jamais avancer. Donc il faut aussi faire passer, à mon avis, le message aux hommes auteurs de violence qu'ils n'aient pas peur de se reconnaître en tant que tels, que ce n'est pas une honte, parce qu'effectivement, ils n'ont peut-être pas eu les bons repères, ils ont les fragilités qu'ils ont parce qu'ils n'ont peut-être pas eu la structure affective, la structure familiale pour bien les construire. Il y a toute une série de schémas, de parcours extrêmement problématiques qui est loin de préserver l'individu, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je rejoins ce problème de responsabilité de la société. Ça me semble tout à fait évident. Et le terme de mutation de la société, ça me rappelle une conversation que nous avons eue dans la préparation de ces échanges, et il y avait une des personnes
qui disait que est-ce que ce ne serait pas aussi en parallèle l'évolution de ce qu'on appelle le féminisme qui entraîne donc cette désorientation, cette difficulté de pouvoir s'adapter à ce nouveau contexte au niveau des messieurs, et donc qui entraîne cette recrudescence au niveau des actes de violence. Donc pour montrer qu'il y a certainement là une détresse, une incompréhension des deux côtés, donc qui, sans capacité de s'exprimer autrement, va s'exprimer par la violence. Sinon, je voudrais quand même qu'on rebondisse aussi sur le point très intéressant aussi abordé par M. Luc Bimaille, qui ne dissociait pas, lui, la violence donc dite conjugale de toutes les autres formes de violence. On a pu voir notamment des actualités où on parlait de violence policière, on a pu voir même ce qu'on appelle le racisme qui peut être vu comme une violence, la discrimination. On peut aussi penser à ces personnes qui sont dans un contexte où elles sont dans des employés de patrons qui leur mettent beaucoup de pression. Donc on pourrait effectivement voir cela à plusieurs dimensions. Et donc la question qui me venait, c'est alors si nous devions parler des solutions pérennes en prenant vraiment en compte cette origine intrinsèque à la personne morale qu'est la société et toutes ces formes de violence, est-ce qu'il faudrait que ce soit la société qui ne soit plus violente et est-ce que c'est possible qu'il n'y ait plus de société violente? En rapport avec les violences sociales ou les violences en général. Nous recevions ici un ami qui est le chef d'un parquet, quelque part, un procureur, et puis je lui avais posé une question de savoir où se trouvait la cohérence entre le fait qu'un être juridique dont l'identité est construite par la société et qui renvoie à un certain univers de normes et de paradigmes et de règles. Cet individu, c'est la société qui le construit. Et c'est la société qui interagit avec cet individu, qui le met en mouvement, qui communique avec lui. Et c'est la même société qui s'organise pour réprimer l'identité qu'elle a construite. Alors, je lui avais posé la question de savoir où s'est trouvée la cohérence avec tout ça. Bon, pour moi, ce sont des questions extrêmement pertinentes qui permettent de comprendre le phénomène de violence. C'est-à-dire que de telle sorte que pour l'aborder de manière efficace, il faut comprendre la racine. Et si on comprend la racine, on peut comprendre que la violence est aussi un phénomène d'éducation sociale, un phénomène de construction sociale. Donc, or, nous savons que les politiques qui construisent les individus, on peut dire les politiques éducatives, sont bien décidées, sont bien conçues, sont bien mises en application. Et se transforment en ce qu'on va appeler population, un environnement organisé, voilà, avec des paradigmes et le reste. Je me suis rendu compte personnellement dans le rapport avec madame, le rapport avec des gens à la maison, qu'effectivement, le phénomène de violence est lié à la manière dont on interprète la communication de l'autre, ou alors dont on interprète les événements que nous avons en face. Si l'interprétation est faite, quel que soit le mode d'expression de l'autre, ça participe à élargir notre compréhension, notre esprit. On ne s'exprimerait pas avec violence. Bon, mais maintenant, les repères à partir desquels on interprète, qu'est-ce qui nous les donne? C'est l'éducation sociale. C'est la société qui donne. Vous voyez, c'est la société qui donne ces repères. Voilà. Donc, derrière un visage humain, il y a un ensemble de repères, un ensemble de paradigmes, à partir desquels l'individu fonctionne. La société va lui coller un nom propre et un prénom. On appelle ça une personne juridique. Mais cette personne juridique, derrière, se cache une personne morale qui est construite par la société, qui est la représentation de la société. Donc, ce qui fait que ce phénomène, cette racine n'étant pas prise en compte, ce qu'on remarque plutôt, c'est que les lois qu'on met sur pied ne règlent rien. La répression ne règle rien. Au contraire, puisque la racine de la violence mute, elle s'exprime. Bon,
Bien sûr que les règles sont là, pas pour effacer, mais pour contenir. La juriste est là, elle pourra certainement le confirmer ou pas, que les lois qui sont mises sur pied n'ont pas pour but d'effacer le fond, la racine de l'arbre, mais de pouvoir contenir, de pouvoir le réguler pour que cet arbre-là ne puisse pas déborder, cette pression ne puisse pas déborder, mais qu'elle soit régulée. Donc on suppose donc que ceux qui sont au plus haut niveau comprennent bien le phénomène, c'est-à-dire ce qui se passe. Et puis, et peut-être même qu'ils auraient les remèdes. Bon, mais comme je disais, c'est aussi un phénomène qui relève de l'économie sociale. Bon, on préfère des solutions qui entretiennent, qui accompagnent cela. Donc, pour qu'il n'y ait pas de violence, je pense que c'est le modèle qu'il faut voir. Le modèle d'éducation. La répression, elle est nécessaire, évidemment, pour que les actes soient posés. Il faut les punir. Hein. Il faut les punir d'ailleurs tant pour les victimes que pour les auteurs. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, un auteur qui purge une peine, parfois c'est salvateur. Ça lui permet d'avancer. Alors l'évolution, c'est quand même la prise en considération, effectivement, que la problématique des violences conjugales, c'est une problématique très spécifique. Et donc, face à cette problématique spécifique, nous sommes orientés, le système judiciaire est désormais orienté vers une prise en charge des auteurs, considérant qu'effectivement la répression pure et simple, elle ne sert à rien. Il faut soigner, puisqu'en réalité, la problématique de la violence est une problématique comportementale. C'est du domaine du quasi pathologique. Donc si on est sur le domaine quasi pathologique ou pathologique, on va être sur le champ du soin. Donc c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, eh bien, un auteur de violence ne sort pas d'un tribunal, en tout cas pour une première peine, sans une obligation de soin, sans une obligation, pour un certain nombre de cas, de suivre des stages de sensibilisation aux violences conjugales, pour lui permettre de se remettre en question, de comprendre ses actes, et une fois les actes compris, d'abord parfois de reconnaître les actes, une fois qu'il les a reconnus, de les comprendre, et ensuite, eh bien, de faire en sorte, par une pratique de soins, qu'il ne puisse plus se remettre en position de recommettre un acte. Donc il y a quand même, je dirais, une grande ouverture du système judiciaire aujourd'hui sur ce traitement des violences conjugales, qui est un traitement qui doit être un traitement spécifique. Donc je pense qu'effectivement, l'avenir se construit sereinement pour la prise en charge des violences conjugales. De madame, c'est la nécessité du soin. Du côté de M. Bima, il est rentré dans un terme encore plus profond, il parlait d'éducation. Donc je vais laisser donc maintenant la parole à M. Thierry Aimé-Biton qui est avec nous en duplex grâce à Skype. Et on a entendu un terme, pathologie. On rappelle que Thierry, tu es médecin. Ça me permet de te poser la question, est-ce que être violent, c'est être malade? Et par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ton expérience, faut-il soigner ou faut-il éduquer? Voici ma question. Oui, bonjour à tout le monde. En fait, thème, oui, effectivement intéressant. Faut-il soigner ou bien faut-il éduquer? Et autre question, est-ce que la violence relève de la pathologie? Je dirais, dans la définition stricte de la pathologie qui traduit un dysfonctionnement, oui, la violence relève vraiment de la pathologie. Mais il faut, pour comprendre cette pathologie, comme toute pathologie, il faut l'analyser, c'est-à-dire entrer dans le domaine de ce qu'on va appeler techniquement la physiopathologie, c'est-à-dire remonter jusqu'à la cause de cette pathologie, à remonter jusqu'aux origines de cette pathologie qu'est la violence, et notamment la violence conjugale. Pour remonter juste à la cause de cette violence, il faut déjà voir ce qui compose ce qu'on va appeler le couple, ce qu'on va appeler les conjoints. C'est deux univers, deux environnements qui se rencontrent. Parce que l'individu, que ce soit l'individu de sexe féminin ou l'individu de sexe masculin, c'est un environnement social. C'est un environnement social avec ses normes, ses paradigmes, ses façons de fonctionner. Et
autant l'un que l'autre. Et ces deux environnements, lorsqu'ils se rencontrent, il y a un effet de masse. Il y a un effet de masse parce que, en tant qu'environnement social, c'est mon environnement social que je reproduis et que j'entends reproduire. Et je fonctionne de façon à essayer de plier tout ce qui m'entoure à ce fonctionnement-là qui alimente l'idée que j'ai de moi et qui vient justement de cet environnement dont j'émane. Quel que soit ce dont je fais face, soit je vais agir en essayant de plier l'autre, de forcer l'autre à plier, à répondre à cet environnement, à mon besoin, je vais dire, donc à ma façon de fonctionner, soit je vais utiliser différentes armes. Si j'ai de l'autorité, s'il y a un rapport d'autorité entre moi et cette personne, peut-être je suis un époux, je me considère comme un mâle, je suis dominant, je vais utiliser les muscles. Ça relève de la pathologie, effectivement. Je vais utiliser les muscles pour contraindre l'autre à fonctionner selon ce que je considère comme moi, selon ma façon de faire, selon ce que je considère comme normal, selon ma norme à moi, et cette norme qui émane de mon environnement social. Je peux utiliser la violence, ce qu'on va appeler violence, mais cette violence physique-là n'est que la fin, on va dire la fin vraiment du phénomène, parce que le phénomène est bien plus subtil que ça, parce que on commence d'abord par ruser, ça commence par la ruse, on commence par ruser pour amener l'autre à fonctionner selon à alimenter l'environnement qu'on est. Et bien sûr, comme l'autre est un environnement entre guillemets, même s'il émane du même tronc, ce n'est pas la même branche. Du coup, ils n'ont pas le même objet, ils n'ont pas le même rôle dans ce qu'on va appeler dans la globalité de la société. Et ça crée le conflit parce que l'autre est dans un rôle différent, c'est-à-dire qu'il est le produit d'un environnement social différent avec ses objectifs, ses façons de faire et ses normes. Et là, on entre là dans le rapport de force, ce qu'on va appeler la pression. Et dans ce rapport de force, c'est le plus fort, entre guillemets, qui l'emporte, entre guillemets. Et c'est ça, en fait, la physiopathologie. On va dire l'origine profonde de cette violence-là qui va se manifester non seulement dans le couple, mais dans la société en général. Ce qui fait que dans le microcosme qu'est le couple, il y a ce conflit, on va dire, ce conflit entre deux univers sociaux différents, chacun essayant de plier l'autre à sa volonté. Voilà. Et si on va plus loin au-dessus, Luc l'a relevé, est-ce que c'est ces individus-là qui sont le produit social, qui sont le produit d'une architecture, on va dire quoi, d'une ingénierie, qu'on appelle l'ingénierie de l'éducation? Est-ce que c'est ces individus-là qu'il faut changer, ou alors faut-il changer l'ingénierie lui-même? À moins que ce fonctionnement-là alimente celui qui a construit le système. C'est ça la question que je peux me poser. Mais oui, ce fonctionnement-là relève de la pathologie parce que ce conflit-là au sein du couple engendre des situations au niveau physiologique. C'est-à-dire l'individu va somatiser ce conflit identitaire, ce conflit qu'il a non seulement envers lui-même, mais envers l'autre. Parce que plus loin, il faut bien comprendre, l'environnement social dans lequel l'individu évolue, l'environnement social va construire l'individu au dépens de la construction naturelle de l'individu. Ce qu'on va appeler, c'est une forme de domestication. L'environnement social va domestiquer l'individu, de façon à ce que l'individu ne se développe pas dans le naturel de ce qu'il est. Ce qui fait que l'individu est en conflit, il y a un conflit entre le produit de ce que l'individu est, émanant de l'éducation qu'il a reçue, et ce qu'il pourrait être si son éducation, s'il évoluait dans le naturel de ce qu'il est, en dehors des programmes éducatifs. Donc, il y a ce conflit-là que l'individu a envers lui-même, et il y a le conflit que l'individu a avec l'idée qu'on lui a donnée de la société. Et quand tout ça se retrouve dans le cadre du couple, on est là dans des pressions énormes. On est là dans les pressions, et les individus qui se retrouvent dans ce cadre-là ne peuvent pas avoir un fonctionnement harmonieux. Ils ne peuvent que dysfonctionner. Ils ne peuvent que être en disharmonie. Et ça, vraiment, ça relève vraiment de la pathologie. Et si on veut penser
si on pourrait penser à une solution, entre guillemets, à une solution par rapport à cette situation pour résoudre, si on voulait prétendre résoudre les violences, les violences au niveau de la société et au niveau du couple, on ne peut pas faire l'économie de l'harmonie que l'individu doit avoir envers lui-même. On ne peut pas faire l'économie de cette harmonie que l'individu doit avoir envers lui-même et envers son environnement. On ne peut pas faire l'économie de ça parce que dans un couple, si des conjoints ne se retrouvent pas dans le même objectif, dans la même identité, ils ne sont pas le produit d'une même vision, de façon à regarder tous dans la même direction, il y aura forcément une opposition. Donc, tout est dans l'éducation, dans l'ingénierie de l'éducation. Tout est à ce niveau parce que c'est que l'individu est le produit de cette ingénierie-là. Donc, si on veut changer l'individu, il faut changer d'abord ce qu'il est au niveau de l'éducation qu'il a reçue. Ce que je dirais pour ta question. Je ne sais pas si j'ai oublié un pan de la question. Beaucoup, Thierry, on rappelle que tu es docteur en médecine. Merci pour cet élargissement. Utiliser le terme pression. Donc, en fait, c'est au niveau de la personnalité. Tu parlais effectivement de l'individu social qui serait donc dans un environnement qu'il ne comprend pas. Et donc, ça génère une pression, une disharmonie avec lui-même. Et ce serait donc cette disharmonie, cette pression intérieure qui s'exprimerait en fait à l'extérieur. Et donc pour toi, la solution serait au niveau de pouvoir, tu parlais du terme de l'éducation comme M. Bumaille, donc pour pouvoir faciliter l'interaction, la communication avec l'environnement, tu utilisais le terme de l'environnement, afin que cette pression intérieure s'estompe et que naturellement les relations s'apaisent. Ai-je bien compris tes propos? Oui, en effet. Et je vais souligner un point aussi, le point sur, même au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, on peut voir même dans la définition qu'on a de la santé, pour comprendre que les individus sociaux, on va dire les êtres sociétals, ne sont pas en santé. Personne n'est en santé en réalité, parce que la santé, on va dire un état de complet bien-être, on va dire psychique, social et physiologique. Vous voyez que la santé n'est pas seulement un état physiologique. La santé, c'est d'abord un état psychique, un état mental. Et la santé, c'est également le rapport qu'on a envers nous-mêmes et le rapport qu'on a envers les autres. Parce que c'est le rapport. Si je suis en disharmonie d'abord avec moi-même, c'est cette disharmonie que je vais amener dans le rapport avec l'autre. Et c'est cette disharmonie que je vais amener aussi dans le rapport que j'ai avec tous les outils qui m'entourent. Donc, en fait, s'il faille qu'on me sorte de cette situation-là, il faut d'abord qu'on me remette en harmonie avec moi-même. Parce que c'est cette harmonie que j'ai avec moi-même que je peux extérioriser dans les rapports que j'ai avec l'autre, mon conjoint, ou alors dans le rapport que j'ai avec la société en général. Là, on va dire que je suis en santé. Merci beaucoup, très intéressant. Donc nous arrivons quasiment au terme de cette émission. C'est vrai avec donc les interventions l'intervention qu'on vient d'entendre qui ouvre des perspectives assez intéressantes. Donc il semble qu'il y ait une solution à pouvoir maîtriser la violence, c'est-à-dire pouvoir avoir des êtres harmonieux, en harmonie avec eux-mêmes, en harmonie avec donc la société, donc avec tout l'environnement dans lequel ils se trouvent et donc entre eux. Et c'est ça qui permettrait d'avoir des relations non violentes. Maintenant, nous avons effectivement déjà dans la société des institutions qui se proposent avec les moyens dont elles bénéficient de pouvoir aider déjà à soigner, un peu éteindre, on va dire, les symptômes, les conséquences de cette pathologie, hein, comme expliquait Thierry. Et puis on a à ma droite d'autres personnes qui sont dans une analyse, qui souhaitent vraiment avoir un nouveau modèle
façon de se penser qui serait en étroite relation avec une nouvelle façon d'éduquer, une nouvelle politique éducative qui permettrait que la communication existe réellement et que l'on sorte définitivement de la violence. En tout cas, je vais remercier tous nos intervenants qui se sont déplacés et Thierry qui est en duplex pour leur disponibilité. Merci beaucoup. Je vais faire un dernier tour de table, de salon, pour voir s'il y aurait des questions ou si chaque personne voudrait apporter une petite conclusion. Donc nous allons commencer par Madame Kiessin. Alors, je vous remercie également de nous avoir invités pour pouvoir parler sur ce thème. Je vais rebondir sur ce que disait Madame S. Je vais repartir sur le même mot de la fin qu'elle, c'est-à-dire que voilà, les victimes, elles ne sont pas seules. Elles ne doivent surtout pas hésiter à parler à un voisin, à un collègue, à une amie, ou venir nous voir pour pouvoir essayer de s'en sortir, mais elles ne sont vraiment pas seules et elles peuvent se dire qu'on est là pour les aider. Moi, je dirais qu'il faut continuer à être très vigilant. Et la vigilance passe par le fait que dès les premiers dysfonctionnements, puisque monsieur le docteur a parlé de dysfonctionnement, il s'agit véritablement de dysfonctionnement, il faut pointer ces premiers dysfonctionnements et il faudrait, dans l'idéal, proposer tant à la victime qu'à l'auteur, si on parle en termes de victime-auteur, en tout cas, tant à la personne de sexe masculin que de féminin, ou en tout cas aux deux conjoints, puisqu'effectivement on n'a pas parlé, on a plus parlé des femmes victimes de violences, mais il y a aussi des hommes victimes de violences, il faudrait leur proposer de se tourner vers tout un monde de professionnels, que ce soit les professionnels de santé, médecins, puisqu'on a aussi l'ouverture des médecins sur ce champ des violences conjugales, professionnels de soins en matière psychologique, pour aider à résoudre ces problèmes de dysfonctionnement, parce qu'il serait faux de croire que ces dysfonctionnements, et c'est ce qu'il faut faire passer comme message, vont s'effacer seuls, vont se résoudre seuls, et qu'ils ne vont pas s'aggraver, puisqu'en réalité, tout démontre que les dysfonctionnements vont s'aggraver, que la première gifle, eh bien, elle a d'autres coups ensuite, que les premières humiliations, il y a d'autres humiliations. Donc je dirais qu'il faut être vigilant pour considérer que ces premiers signes de dysfonctionnement, c'est vraiment une alerte et qu'il ne faut pas rester sans réponse à ces premiers dysfonctionnements. Et je pense que si on va dans ce sens-là, on pourrait éviter un certain nombre de situations qui sont des situations de meurtre, évidemment des situations irréversibles. Parce qu'effectivement, dans beaucoup de situations de meurtre, il y a beaucoup de précédents de violence. C'est donc qu'on n'a pas pris en considération que ni les professionnels de santé, ni les professionnels de soins, ni les professionnels de justice, de police n'ont pris en considération ces premiers dysfonctionnements. Mais je pense qu'il y a toute une réflexion de notre désormais garde des Sceaux, maître Dupond-Moretti, qui a indiqué qu'effectivement, comme moi je le pense, que les premiers dysfonctionnements doivent être traités et doivent être déférés chez un procureur de la République. Peut-être est-ce une voie d'avenir supplémentaire pour faire face à cette cruelle problématique de violence conjugale qui laisse tant de victimes. Aujourd'hui, évidemment, les chiffres sont tout à fait inacceptables, évidemment. Cela nous permet même de nous poser la question à savoir qu'est-ce que réellement la violence. Je pense que cela permettra certainement d'entrer dans d'autres échanges peut-être encore très profonds. Nous allons sans plus tarder donc laisser la parole aussi à M. Limaille pour sa conclusion. Moi, la conclusion sera complémentaire à ce que les deux intervenants, les deux dames, ont souligné. Et puis avec un élément très important, parce que je pense que les associations devraient avoir le courage aussi d'interpeller le vrai responsable de la violence, c'est-à-dire la société elle-même. De telle sorte que la société ne renvoie pas ses responsabilités sur ceux qui sont ses spectres, mais qu'elle prenne ses propres responsabilités, c'est-à-dire qu'elle soit capable de se modifier, en d'autres termes, pour
donner une autre image, une autre personnalité d'elle, au travers de ce spectre. Merci beaucoup. Thierry, nous t'écoutons. Oui, je dirais que, pour conclure, que la violence, si on veut, pour finir, si on veut sortir du cycle de violence, il ne faut pas regarder à l'autre, parce que très souvent, on regarde à l'autre alors que nous sommes nous-mêmes violents. Donc, en fait, chacun doit se regarder, en fait, pour voir son fonctionnement au quotidien. S'il n'a pas ce fonctionnement de violence, peut-être qu'il n'est pas dans les coups de poing, il n'est pas peut-être dans le rapport verbal, mais il est dans la ruse, dans l'essayer de contraindre l'autre à fonctionner selon son objectif à lui. C'est ça aussi la violence. Donc, ce que je dirais, qu'il faut se regarder, il faut regarder à soi-même d'abord. Parce que c'est en étant en harmonie avec soi qu'on peut avoir une harmonie avec l'autre à l'extérieur. C'est là ce que je dirais. Donc, être en harmonie avec soi, c'est le gage de l'harmonie avec l'autre. C'est ainsi que les relations seront non violentes. Nous garderons cette conclusion pour cette émission. La bonne information, parlons des violences conjugales. Si vous avez des questions, vous qui regardez, si vous voulez rentrer en contact avec les différentes associations présentées, vous aurez les contacts qui s'afficheront donc au bas de l'écran pendant que la vidéo sera publiée. N'hésitez pas et puis on vous dit à très vite pour de nouveaux échanges. Merci.